Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui va nous animer sur le sujet de la charge mentale. Vous êtes déjà très nombreux à nous avoir rejoints, on est plus de 70, on va encore se laisser quelques secondes le temps que les dernières personnes qui souhaitent se joindre à ce moment puissent le faire. Dans l'intervalle, j'espère surtout que vous allez bien, que vous passez des bonnes semaines d'informations sur la santé mentale puisque vous le savez peut-être déjà, mais nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre justement de l'animation de ces semaines pour la santé mentale qui sont donc animées notamment par le groupe Apicil et le groupe JLO que je représente. On va être ensemble pendant 1 heure pour arriver à partager des éléments de compréhension sur la question de cette charge mentale, de quoi elle est composée. 1 heure pour arriver à se donner aussi des astuces pour travailler à optimiser cette charge mentale. N'hésitez pas à partager vos remarques, vos questions, vos interrogations. Je suis aujourd'hui assisté d'Emmanuel et de Daniel qui vont assurer la modération et le bon déroulé de ce webinaire. Donc, pour toute difficulté technique que vous pourriez rencontrer, n'hésitez pas à les partager, ils vont pouvoir vous aider. Et si jamais vous avez des questions, on a non seulement du temps qui est prévu à la fin de cette animation pour pouvoir y répondre, et puis j'essaierai, si jamais j'ai quelques espaces, de pouvoir aussi les traiter au fur et à mesure. Mais en tout cas, partagez vos remarques et je suis ravi de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je vous propose qu'on démarre donc pour ce webinaire qui nous amène à nous rencontrer sur la question de la charge mentale. Comme je le disais, il est porté par le groupe Apicil, donc le groupe Apicil qui est un acteur majeur de la protection sociale et qui agit dans le domaine de la santé, de la prévoyance, de la retraite et de l'épargne. Et aujourd'hui, le groupe Apicil a été rejoint par le groupe JLO, qui est une structure spécialisée en tant que cabinet RH sur les sujets d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail depuis déjà 20 ans, avec sa création en 2005. On a souhaité proposer ce webinaire et cette succession d'animations dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, eh bien parce que, comme je le disais, le groupe JLO a rejoint le groupe Apicil depuis 1 an déjà, et l'objectif a été de renforcer du coup le service proposé aux employés sur les questions de santé au travail et de santé mentale. Et c'est donc du coup dans cet esprit qu'on a voulu proposer ce webinaire qui est organisé dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, porté par l'action sociale et sociétale du groupe. On a été déjà ensemble hier sur les questions des épisodes dépressifs qui sont intervenus bouleversant. On est aujourd'hui ensemble sur cette question de la charge mentale et vous retrouverez demain mes collègues sur la question de la prévention du burn-out. Donc n'hésitez pas à rester connectés à ces différents temps forts qu'on va faire vivre tous ensemble. Je vous propose qu'on puisse commencer par un petit moment d'interaction. C'est toujours très riche dans un moment comme celui qu'on a aujourd'hui de pouvoir aussi partager un petit peu quelles sont vos différentes visions des choses. Et je voulais vous demander quelles sont aujourd'hui les principales sources d'impact qui viennent du coup toucher votre charge mentale au quotidien. Donc n'hésitez pas à livrer vos retours dans le chat. Vous êtes quasiment une centaine à être présents ce matin. Donc peut-être que vous avez déjà identifié et que vous souhaitez partager aujourd'hui des sources, des éléments, des facteurs qui viennent impacter votre charge mentale. Donc Dominique, par exemple, vous nous dites que la fatigue est quelque chose qui vient effectivement impacter votre charge mentale au quotidien. Merci beaucoup pour ce partage. Peut-être que d'autres se retrouvent également dans ce qui a été livré ici. Peut-être que vous avez identifié également d'autres éléments. Voilà, n'hésitez pas à les partager. Il y a des apports qui arrivent, donc la question du stress, la question de la charge de travail. Merci beaucoup, Catherine, Lisa, pour ces retours. Effectivement, Céline, l'éducation à apporter aux enfants quand on est parent, les relations avec les collègues, vous en parlez, Sandrine, et effectivement, le fait d'être au contact de personnes qui parfois peuvent traverser des moments de plainte. On voit qu'il y a beaucoup de choses du coup, vous avez des retours qui sont nombreux. Merci beaucoup pour tous ces apports. N'hésitez pas à continuer d'apporter des choses au fur et à mesure de ce webinaire. Et effectivement, on a souhaité vous interroger sur cette question-là parce que, on va le voir, la question de la charge mentale, elle est finalement à mettre en corrélation avec beaucoup d'autres sujets connexes et notamment cette question, encore une fois, des sources. Alors, si on essaye déjà de prendre une position un petit peu, on va dire,
d'interrogation et de compréhension sur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette question de la charge mentale, elle a une place qui est aussi importante? Eh bien déjà, il faut qu'on arrive à considérer un certain nombre de points. C'est pas une nouveauté que de se dire que nous sommes, dans une société, dans des, engagements professionnels, dans des situations personnelles qui sont toutes très connectées. On a aujourd'hui une chance, parce que ça présente quand même aussi des intérêts de pouvoir avoir aujourd'hui cette rapidité d'accès à l'information, cette interaction qui est optimisée les uns les autres grâce au téléphone portable, grâce aux ordinateurs. Mais néanmoins, il faut avoir conscience d'une chose aussi, c'est que cette connexion, on parle même parfois d'hyperconnexion, elle a un impact sur la question de tout ce qu'on a à traiter dans le quotidien. On parle de charge mentale, mais on va parler, vous allez le voir aussi, de charge cognitive. Parce que finalement, il y a une multiplicité des canaux au sein desquels nous sommes intégrés, que ce soit via des réseaux, que ce soit via des messageries, que ce soit via des échanges. Ce qui veut dire que nous avons plein d'informations qui nous arrivent à nous chaque jour, ce qui constitue des sollicitations et que nous devons donc traiter ces différentes informations, sollicitations. Il y a également cette idée à un moment que on est idéalement à pouvoir faire plusieurs choses en même temps. On va voir derrière le multitâche et ce fantasme du je sais faire plusieurs choses en même temps, qu'est-ce qui se recouvre finalement. Mais aujourd'hui, ce multitâche, c'est quelque chose qui fait partie un petit peu des attentes dans lesquelles on peut évoluer. On pourrait même aller jusqu'à parler des questions de performance, c'est-à-dire de devoir toujours potentiellement aller bien, de devoir être hyper réactif. Peut-être que vous connaissez, pardon, un peu cet adage pour celles et ceux qui sont parents, avec cette idée qui est que en tant que parent, je dois continuer de travailler comme si je n'avais pas d'enfant, et en tant que travailleur, je dois continuer d'être parent comme si je n'avais pas de travail. Donc, on sent qu'il y a finalement des injonctions qui existent aujourd'hui, qui parfois peuvent être un petit peu tiraillantes, voire même culpabilisantes. Et donc, du coup, cette question de ces différentes sources, elle vient impacter la question de la charge. Au niveau du travail, justement, vous êtes probablement familier avec la notion de risques psychosociaux. On parle parfois de souffrance au travail, de burn-out, de stress. On a évoqué les questions de qualité de vie et conditions de travail. Donc, vous le voyez, on est également exposé à un certain nombre d'éléments avec l'intensification de la charge, des entreprises qui, peuvent présenter des moments de réorganisation avec des métiers qui évoluent, des activités qui se transforment, le fait que, les différentes sollicitations peuvent parfois constituer des interruptions plus fréquentes de l'activité, avec des activités qui sont elles-mêmes parfois plus intenses, avec des variations aussi dans les charges. Donc on a en fait un certain nombre d'éléments avec lesquels on doit composer dans son quotidien. Vous avez été nombreux à les rappeler, les relations au travail, le stress, voilà, qui du coup explique aussi le fait que cette charge mentale, cette charge cognitive, elle est finalement au cœur de ce avec quoi on doit composer et donc du coup des impacts potentiels avec lesquels on doit dealer au quotidien. On va parler aussi de cette question de l'équilibre des temps de vie et j'aurais une petite question pour vous à travers un sondage que je vous partagerai un peu plus tard. Mais cette question-là, elle est aussi au cœur. Comment est-ce que j'arrive à concilier ce que j'ai envie d'adresser dans ma vie personnelle et puis ce qui peut aussi constituer des obligations. On a parlé par exemple de l'éducation. On peut parler aussi de potentiellement l'époux qu'on a envie d'être, de l'ami, de membres de sa famille qu'on a envie d'être, et puis également du métier qu'on a et donc du coup de ce que ça implique dans le travail. Donc tout ça, c'est des choses avec lesquelles on doit composer et qui rendent, encore une fois, cette question de la charge mentale très centrale. Et puis, on l'a vu un petit peu plus tôt, mais il y a des exigences intellectuelles qui sont très fortes. On a parlé des modalités de sollicitation, des nouveaux modes de collaboration. Le télétravail, par exemple, qui est une modalité professionnelle qui, dans l'organisation du travail, a notamment été très déployée après le Covid, a présenté cette modalité de travail des intérêts qui sont évidents, mais elle présente aussi des nouvelles façons de travailler avec lesquelles on doit composer. Et aujourd'hui, quand on intervient par exemple sur les questions de télétravail, eh bien, on essaie de détricoter comment est-ce qu'on arrive à pouvoir se créer des espaces, alors même qu'on est chez soi à travailler, qui nous permettent de ne pas nous donner le sentiment qu'on est en train de travailler. Typiquement, essayer de se dédier un espace dans son foyer qui est dédié au travail et qui ne serait pas forcément au milieu du salon ou alors dans la chambre dans laquelle potentiellement on va dormir après. Donc c'est tout ça aussi avec lequel on doit composer. Le télétravail, ça a permis de réduire les temps de déplacement, mais ça a aussi amené parfois cette idée que on peut bosser un petit peu plus tôt le matin ou un peu plus tard le soir. Donc voilà, il y a pas mal de choses avec lesquelles on doit composer. Et donc du coup, tous ces éléments, c'est intéressant d'arriver à les considérer. C'est pour ça que je vous les partage, pour comprendre un petit peu ce
qui gravitent autour de cette question de la charge mentale. J'espère que ce que vous partage au fur et à mesure est plutôt clair. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas vraiment à le partager. Vous avez à la fois le chat et puis vraiment vous avez Emmanuel notamment qui pourra aussi répondre à certaines questions si jamais les informations ont déjà été partagées. Et surtout, comme je vous le disais à la fin, on aura un temps qui sera vraiment dédié à ça. Alors, quand on essaye de détricoter et qu'on continue d'analyser ce qu'il y a derrière cette question de la charge mentale, on va avoir en fait 4 différentes charges qui peuvent un petit peu se connecter ou en tout cas péricliter autour de cette question de la charge mentale. La charge cognitive, déjà, c'est important de pouvoir la considérer et d'arriver à faire le distinguo. Ce qu'on va entendre par charge cognitive, c'est finalement toute la charge qui est nécessaire aux tâches. Que ce soit la considération d'une information, que ce soit la transformation de cette information, que ce soit en mise de juste tous les procédés cérébraux qui sont sollicités pour pouvoir traiter une tâche à faire de la connaissance de cette tâche à sa réalisation. La charge émotionnelle, c'est un peu comme son titre l'indique, tout ce qui est en lien avec la place des émotions dans notre quotidien. Vous aviez un exemple très concret qui a été partagé quand on les sources d'impact, le fait d'être au contact des personnes qui potentiellement sont dans des phénomènes de plainte qui peuvent être parfois très quand on travaille avec du public, dans l'accueil, situation un peu délicate. Parfois, on est exposé à des situations émotionnelles qui peuvent constituer des charges qui sont du coup assez impactantes. Parce qu'on peut avoir des personnes qui sont en détresse, parce qu'on peut avoir des personnes qui sont agressives, qui sont dans des situations de souffrance. Et donc, cette charge émotionnelle, dans son quotidien, que ce soit dans le cadre du travail ou alors dans sa vie personnelle, ça fait partie aussi des choses qu'on va essayer de considérer en lien avec cette question de la charge mentale. La charge, juste après, quel élément qui englobe un petit peu tous ces éléments-là. Et puis, vous avez du coup la question de la charge physique qui, elle, est aussi à avoir des connexions. La charge après à la question de l'implication physique nécessaire à une tâche. Et pourquoi est-ce qu'on que la charge par rapport à la façon dont l'impact physique vient impacter notre santé mentale. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi considérer la question de la charge physique comme étant quelque chose qui est à côté, mais qui peut, encore une fois, présenter des connexions. Alors justement, maintenant que j'ai fait un petit peu de teasing sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette charge mentale, on va prendre le temps d'en parler. Alors, on me signale en off que j'ai des potentiels problèmes de réseau. J'espère qu'a priori, c'est plutôt résolu de votre côté. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, moi, de mon côté, je suis au maximum, entre guillemets, des capacités de connexion que j'ai. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager les éventuelles difficultés que vous auriez. J'espère que ça ira. Super, merci pour vos retours, Laurence et Christine. Je lis que ça va mieux, donc c'est super. Je vous propose de poursuivre. Alors, justement, on a parlé un peu de la question de la charge cognitive. Donc, comme on se l'est dit, c'est vraiment tout le process de traitement et de gestion d'une tâche. Donc, c'est le niveau d'effort mental que la réalisation de cette tâche va nécessiter. La charge mentale, c'est un concept qui est connu parce que sociologiquement, vous savez bien qu'on a longtemps entendu parler de cette charge mentale, notamment pour les femmes. Il faut qu'on arrête de se leurrer. Aujourd'hui, c'est encore, quand on regarde les chiffres, une charge qui malheureusement est très genrée. Même si ça va mieux, on n'est clairement pas aujourd'hui sur un niveau d'égalité entre les hommes et les femmes par rapport à cette question-là. Et pourquoi est-ce qu'à un moment on a été obligé quelque part, et c'est une très bonne chose qu'on se soit posé sur cette question-là, parce qu'on a voulu considérer à la fois ce que les femmes avaient comme obligation professionnelle, et puis ce qui constituait leur deuxième métier une fois qu'elles rentraient à la maison et qu'elles avaient une liste très très importante de tâches ménagères à faire. Les tâches ménagères, c'est à la fois les tâches très concrètes qui appartiennent à l'entretien, on va dire, du foyer, mais également les tâches qui vont être connectées et à leur rôle de mère, quand c'est notamment le cas, à savoir la question de l'éducation, mais également la question de penser à tout ce qui va être autour, par exemple, de la charge administrative liée au foyer. Bref, vous avez a priori plein d'exemples qui vous viennent en tête et puis on va prendre le temps d'en voir aussi ensemble. Et en fait, pourquoi est-ce que cette charge mentale, elle est venue être pensée à côté de la charge cognitive, mais de façon différente? C'est parce que la charge mentale,
ça n'est pas que le fait de devoir faire des choses. La charge mentale, c'est le fait de penser à tout ce qui va devoir être fait. Je vous donne un exemple très concret. Je suis en couple, d'accord? Et je suis avec, un compagnon qui, pour le coup, est quelqu'un qui peut être assez aidant, mais qui par contre va être incapable de, anticiper ce qui doit être fait. Par exemple, le week-end, que ce soit les courses, que ce soit, les activités pour les enfants. Eh bien, la charge mentale que je vais avoir, c'est pas uniquement le fait de devoir potentiellement aller faire les courses, c'est le fait de devoir rappeler à mon compagnon qu'il y a des courses à faire, de potentiellement lui adresser la liste des courses à faire et de s'assurer qu'il a bien prévu dans son agenda qu'il allait bien faire les courses. C'est ça la question de la charge mentale, c'est de devoir penser à ce que l'autre va devoir potentiellement réaliser. Et là, je donne l'exemple de la vie conjugale, mais ça peut être bien évidemment pour ses enfants, ça peut être pour potentiellement des membres de son collectif, ça peut être pour son manager. Donc on voit que la charge mentale, elle n'appartient pas qu'à la vie qui est liée au foyer, elle appartient vraiment à l'ensemble des champs dans lesquels on peut évoluer, que ce soit sa vie professionnelle ou personnelle, et qui est encore une fois rappelée par le fait qu'on doit penser à un certain nombre de choses qui doivent être réalisées. D'accord? C'est très important d'arriver à comprendre cette distinction pour que on puisse, arriver à gérer les choses. Je vois Anne-Laure qui dit qu'a priori, elle n'a toujours pas de son. Alors, j'espère que pour les autres, ça va à ce niveau-là. Si jamais Anne-Laure, a priori, vous seriez la seule exposée à ce problème, peut-être essayer de regarder vos réglages et si jamais les autres, vous avez aussi des problèmes de son, n'hésitez pas à le signaler aussi pour que nos assistants puissent essayer de régler cette question-là. Alors, on continue un petit peu et je voulais, vous poser une question par rapport à un sujet, j'ouvre, là tout de suite un sondage, pour que, voilà, vous puissiez un petit peu me partager votre retour. À votre avis, quel est le pourcentage de, salariés qui, quotidiennement, sont préoccupés par leur capacité à pouvoir concilier leurs différents temps de vie? Ce qu'on va appeler les temps de vie, c'est ce qui appartient à la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc la question, c'est quel est le pourcentage de salariés qui, tous les jours, se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir concilier leurs obligations professionnelles et leurs obligations personnelles? Vous avez un sondage qui s'est ouvert, donc je vous invite à pouvoir y répondre directement puisque je vois que certaines personnes adressent leur retour directement dans le chat. Donc si jamais le sondage n'apparaît pas, mais normalement c'est le cas, n'hésitez pas à pouvoir y répondre. Je vais le clôturer pour qu'on puisse avoir les résultats qui s'affichent. Alors voilà, c'est intéressant. Ça continue un petit peu d'évoluer. On va se laisser encore quelques secondes. On voit que ça se profile un petit peu autour des 55%. Alors, je vous propose d'arrêter le sondage parce qu'on a quand même une majorité là qui semble en tout cas se présenter. Alors, vous avez été une part importante à évaluer à 55%. Eh bien, vous avez été un petit peu, on va dire, précautionneux parce que la bonne réponse, c'est 70%. Vous l'avez là en sous-titre de cette slide-là. Aujourd'hui, les études, notamment qui se sont intéressées à ce sujet, mettent en valeur le fait que 7 salariés sur 10 se préoccupent quotidiennement de la façon dont ils vont pouvoir concilier ce qu'ils souhaitent faire ou ce qu'ils doivent faire dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Eh bien parce que le fait est que, on soit à considérer la question de la charge mentale, ça nous amène à considérer la question des différents temps de vie. En effet, on le sait aujourd'hui, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, on a une multitude de choses à gérer. Que ce soit dans la gestion de sa vie quotidienne, avec encore une fois les tâches domestiques, la façon dont on va parfois devoir gérer son trajet domicile-travail. Ça peut paraître anodin, mais quand on doit tous les jours prendre les transports et qu'on se demande si on va pouvoir effectuer son trajet sans difficulté ou s'il y aura des impacts avec du coup du retard, ou alors si quand on prend sa voiture, on va avoir des embouteillages, et ben ça participe encore une fois à la question de la charge qu'on doit composer, avec laquelle on doit composer au quotidien. Par ailleurs, alors je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents hier, j'espère que c'était le cas, mais on a un peu pris le temps d'interroger la question d'impact des événements de vie, et notamment des événements bouleversants. Eh bien, la charge mentale, elle est impactée aussi par ces changements de vie. Lorsqu'on doit, même quand c'est des changements de vie qui sur le papier sont potentiellement positifs, mais voilà, gérer un mariage, gérer un projet de naissance, potentiellement des situations, voilà, de maladie, de divorce, ou alors quand on est proche aidant, bref, dans notre vie,
on est confronté à des changements qui viennent, encore une fois, impacter cette question de la charge mentale. Dans la vie professionnelle, on en a parlé un petit peu aussi, je les repositionne ici, gérer des fluctuations dans la charge quand on est dans des moments où parfois on sait qu'on a des dossiers très importants à rendre dans des délais très courts, ou alors qu'on est sur des périodes qui sont connues chaque année mais qui arrivent, que ce soit par exemple des clôtures comptables ou alors des moments où on a des saisons qui sont un peu plus intenses d'un point de vue impact au niveau de sa charge, des changements dans l'organisation, bref. Je vais pas dresser le tableau complet, vous comprenez un petit peu les éléments sur lesquels je vous invite à réfléchir. Justement, ce pourquoi on parle de ça, c'est parce que c'est important aujourd'hui, quand on veut réfléchir à la question de sa charge mentale, de se poser pardon, sur qu'est-ce qui la compose. Qu'est-ce qui, dans son quotidien, que ce soit dans sa sphère professionnelle ou dans sa sphère personnelle, va constituer des choses avec lesquelles je dois composer, auxquelles je dois réfléchir, que je dois anticiper, voire même que je dois réaliser. Et parfois, c'est important de pouvoir justement se poser sur ces différentes actions, activités, obligations, volontés aussi, hein, avec lesquelles je souhaite composer mes journées et mes semaines, pour justement voir celles sur lesquelles j'ai la main, c'est-à-dire sur lesquelles je peux potentiellement opérer du changement, celles sur lesquelles c'est un peu plus difficile de pouvoir intervenir parce que ça fait partie des obligations. Et c'est comme ça. Dans la vie, on a potentiellement un certain nombre d'obligations avec lesquelles on doit composer. Idéalement, ces obligations, elles sont plutôt source de satisfaction et de plaisir, mais on va pas se mentir, c'est pas toujours le cas. Et c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ce qui est un petit peu plus délicat, c'est quand on a plus d'obligations qui sont entre guillemets douloureuses que d'obligations ou d'espaces de volonté propre qui sont encore plus satisfaisantes. Voilà, ça, il y a d'autres questions qu'il faut qu'on se pose. Mais en tout cas, se poser sur ces différents champs-là, vous allez le voir dans ce qu'on va partager après, c'est important parce que ça permet de finalement dresser un tableau assez complet de ce qui compose sa vie et donc de ce sur quoi on va pouvoir potentiellement réfléchir si tant est qu'on soit dans un moment où notre charge mentale ne nous va pas et qu'on ait besoin d'arriver à moduler certaines choses pour pouvoir justement l'optimiser. Alors j'espère que les différentes difficultés techniques qu'on a pu rencontrer sont résolues, que tout se passe bien à la fois sur la diffusion du support et également sur la partie audition, voilà, que vous m'entendez bien. Si jamais c'est pas le cas, à nouveau, n'hésitez pas à le partager, on prendra le temps bien évidemment d'y réfléchir. Alors on a parlé un petit peu plus tôt de cette question du multitâche et notamment de cette idée qui consisterait à penser que en fait on peut faire plusieurs choses en même temps. Je vais vous inviter à un petit exercice que vous allez faire en live. Merci pour votre retour, Marie-Paul. Merci, Loïc. Voilà, de confirmer que tout se passe bien côté technique. Un petit exercice très simple. Je vais vous inviter avec votre main gauche à dessiner un carré et avec votre main droite à dessiner un cercle et à faire les deux en même temps. J'imagine que vous êtes en train d'expérimenter le fait que c'est pas aussi simple que ça, voir que votre carré est gentiment en train de se transformer en cercle et que votre cercle est gentiment en train de prendre la forme d'un carré. Pourquoi est-ce que je vous propose cet exercice? Non, alors loin de moi l'idée de vous piéger, hein, c'est simplement pour arriver à détricoter un mythe qui est celui du multitâche parfait. À savoir l'idée selon laquelle on pourrait parfaitement faire deux choses exactement en même temps. Eh bien, c'est pas tout à fait le cas. Parce que qu'est-ce qu'il se passe d'un point de vue cérébral? Eh bien, il se passe les choses suivantes. C'est le fait que notre cerveau compose avec différentes informations et différents ordres. En l'occurrence, un ordre premier qui serait avec ma main gauche, tu vas dessiner un carré, et un ordre second qui serait avec ma main droite, tu vas dessiner un cercle. Et un troisième ordre qui serait, maintenant je vais te demander d'essayer de faire les deux choses en même temps. D'accord? Eh bien, c'est jamais aussi simple que ça. Et en fait, ce qui se passe très concrètement, c'est que notre cerveau ne va pas chercher à faire en même temps un carré et un cercle. Ce qu'il va chercher à faire, c'est à prioriser dans un temps très très court et alternativement la réalisation du carré et la réalisation du cercle. Mais vous n'allez pas pouvoir faire les deux parfaitement en même temps. Par contre, vous allez essayer de faire les deux presque idéalement en même temps avec idéalement, encore une fois, l'illusion qui serait d'avoir l'impression qu'on fait les deux choses en même temps. Mais ça n'est pas tout à fait le cas. Vous êtes en permanence à switcher entre une action puis l'autre, quitte à ce que ce switch, parfois, soit dans des délais très très courts et donne le sentiment qu'encore une fois, on peut quasiment faire les mêmes choses
en même temps. Pourquoi est-ce qu'on se parle de ça? Eh bien parce que c'est important d'arriver à considérer les différentes choses avec lesquelles on doit composer dans notre quotidien et notamment, encore une fois, derrière ce multitâche, l'idée qu'on va pouvoir traiter plein de choses en même temps, même la volonté de ce traitement idéalement simultané, et vous voyez mes guillemets, en fait constitue au fur et à mesure une source d'épuisement. Pourquoi est-ce que ça constitue une source d'épuisement? Eh bien parce que, comme vous pouvez l'imaginer, demander à cette superbe machine qu'est notre cerveau d'essayer idéalement de faire plusieurs choses en même temps, c'est extrêmement coûteux en énergie. C'est coûteux parce que ça va l'inviter à considérer quasiment avec la même intensité et la même priorité des tâches à réaliser dans cette idée de vouloir le faire au même moment. Alors même que, on l'a vu, ça n'est pas possible. Donc ça veut dire que cet épuisement, à terme, quand j'essaye de traiter un mail en même temps que je suis en réunion et que je veux garder mon attention en réunion, quand j'essaye de, bosser sur un dossier en même temps que je suis en train de discuter avec ma collègue à côté, quand je suis en train de répondre à un message en même temps que j'étais en train de travailler sur un mail. Eh bien, en fait, vous êtes en train de demander, encore une fois, à votre cerveau et à ses capacités cognitives d'un seul coup de prioriser son attention sur la tâche que vous êtes en train de faire, tout en restant quelque part un peu connecté à celle que vous étiez en train de faire, parce que vous allez renouer avec cette tâche-là et que vous allez devoir vous remettre dedans comme si vous n'aviez presque pas eu d'interruption. Alors qu'encore une fois, on l'a vu, ça ne peut pas être aussi précis et parfait que ça. Et le problème avec, cette quête, on va dire, du multitâche absolu, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est le fait que ça rentre en interaction avec plein d'autres facteurs. Encore une fois, la question potentiellement de la charge émotionnelle, on l'a vu, hein, on est exposé à des émotions dans notre quotidien. C'est normal, c'est OK, c'est pas grave. Simplement, c'est important d'en avoir conscience et de savoir ce qu'on souhaite en faire et ce qu'on peut en faire. Également, le multitâche, ça amène du stress, ça amène de la fatigue. J'imagine, peut-être que c'est pas le cas et si c'est pas le cas, c'est super. En tout cas, moi, ça m'arrive, donc je le partage, que vous avez déjà, démarré une journée en vous disant: «Aujourd'hui, il faut absolument que je fasse telle chose» et puis que vous avez fini cette journée en n'ayant pas du tout, réussi à aboutir cette fameuse chose que vous souhaitiez faire en début de journée. Parce qu'en fait, vous avez été rattrapé dans plein de choses que par ailleurs, cette tâche que vous vous étiez dit que vous alliez faire en début de journée, c'est pas forcément la tâche qui est la plus exaltante à réaliser. Potentiellement, elle nécessite d'être pas mal concentré. C'est pas celle qu'on préfère faire, mais il faut la faire. Tout ça pour dire que finalement, à force de se disperser dans ce qu'on appelle une disruption cognitive, c'est-à-dire le fait d'être explosé cognitivement, donc cérébralement, dans plein d'attentions différentes, et ben finalement, on ressort à la fin de cette journée en étant déjà potentiellement assez frustré, potentiellement un peu déçu de soi et puis potentiellement aussi assez fatigué parce qu'on a géré plein de choses dans une temporalité très courte, voire parfois trop courte, en étant dispersé entre plein d'actions différentes. J'espère que c'est assez clair encore une fois ce que je vous partage. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut essayer justement de travailler à optimiser cette question de l'attention et de la concentration, avec notamment une petite méthode issue, d'un étudiant italien et vous verrez, plus tard le clin d'œil à, notre cher, pays, à la forme de botte, dans les slides qui vont suivre. Alors, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Dans mon quotidien et je vous invite à partager potentiellement des astuces que vous auriez aussi parce que c'est très riche encore une fois dans un moment comme on a là maintenant tout de suite, de pouvoir être dans cette dynamique de partage. Eh bien, j'en ai parlé un peu plus tôt en vous donnant à voir et vous invitant à réfléchir à qu'est-ce qui compose finalement vos différentes sphères aujourd'hui, à savoir votre sphère potentiellement sociale, votre sphère individuelle, c'est-à-dire de quoi vous avez besoin vous pour vous sentir bien, pour avancer, pour vous sentir épanoui, et puis la sphère du travail. Ok. On va essayer justement de comprendre dans la slide qui suit quelles sont les différentes composantes de ces sphères et comment est-ce qu'on peut essayer de travailler ces questions des équilibres. Si on commence déjà par considérer la sphère individuelle, on va essayer de travailler ce qui vient constituer des sources d'impact. En l'occurrence, essayer de déployer des méthodes et on va s'en livrer aujourd'hui dans une slide qui est dédiée à ça. Pour essayer par exemple de une forme de prise de recul
façon dont on gère nos qui te on C'est des situations qui ne nous conviennent pas. pas. Ces situations-là, c'est intéressant d'essayer d'analyser comment est-ce qu'aujourd'hui on les appréhende et on essaye de les gérer, et quelle pourrait être une autre façon d'essayer de l'appréhender et de la gérer. On va voir notamment un outil qui est dédié à ça. Mais Ce qu'on va qualifier de pensée ou d'émotion négative, c'est notamment ce qui va être potentiellement de la colère, de la tristesse, de la peur. Le discours ici, il n'est pas de dire il faut absolument s'en affranchir. Ces émotions, elles ont une fonction, elles sont importantes dans notre développement. Ressentir de la peur, ressentir de la tristesse, ressentir de la colère, ça a une fonction. Donc c'est très très important de pouvoir continuer de considérer la place de ces émotions dans notre quotidien. Pourquoi est-ce que ça a une fonction? C'est que ça vient nous alerter sur des choses. Quand on ressent de la peur, c'est parce que ça vient nous alerter sur le fait que potentiellement on est face à une situation qui peut être menaçante pour la pérennité de son intégrité physique, de son intégrité psychique. Quand on ressent de la tristesse, quelque part, c'est parce que nous sommes empathiquement connectés à la fois à soi-même, mais aussi à ce qui constitue notre environnement. Quand on ressent de la colère, c'est quelque part un peu la même chose. C'est parce qu'on a le droit, à un moment, de ne pas être satisfait d'une situation, de ressentir de l'injustice, de ressentir de l'impuissance, et du coup, de vouloir se mettre en action par rapport à ça. La colère, c'est une mise en action. Ce qui est embêtant, c'est quand la colère, la tristesse ou la peur nous handicapent, nous paralysent, qu'on n'arrive pas à avancer avec ces émotions-là. Donc c'est pour ça que c'est important d'arriver à se poser sur à quel moment je peux ressentir ces émotions et qu'est-ce que je peux essayer de faire pour être finalement plus à la gestion de ces émotions. cardiaque. Je vous donne, je dois, lors d'un du stress, quelque chose qui peut me face à une Là, je dois animer en anglais un support sur la question des violences internes au travail pour un client auprès de DRH de plus d'une vingtaine de pays pays à l'international. En fait, c'est pas la zone sur laquelle je suis la plus en confort. Non pas sur le sujet, mais sur la modalité d'administration, à savoir l'anglais. Et en plus, le public de DRH, ça c'est un public qui, pour le coup, me va bien, mais c'est la dimension anglaise. Donc non seulement, moi, j'ai conscience du fait que je suis pas à l'aise avec ça, donc c'est déjà un premier niveau de recul. Je sais que c'est une situation qui n'est pas évidente pour moi. Donc la charge que j'ai en termes d'appréciation identifiée. Par ailleurs, du coup, je vais me dire que je vais la travailler. Et cette prise de part. vous pouvez avoir tout le détail sur internet Et qui permet en fait de réguler à un moment l'émotion potentiellement négative qu'on peut ressentir par rapport à une situation. Alors je vois qu'il y a a priori à nouveau des problèmes de connexion. J'espère que ça se régule progressivement. N'hésitez pas à me dire si jamais c'est toujours compliqué. Bref, je vais essayer d'avancer. Malheureusement, ça ne se régule pas. Écoutez, je suis désolé, j'ai vraiment pas du tout la main là sur ce qui peut. Je vais essayer de couper la vidéo pour optimiser la connexion. Vous me dites si c'est toujours mieux. Je vois le retour d'Alban qui me dit qu'a priori c'est mieux. Bon, écoutez, j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Merci Sandra pour votre feedback. Je vous propose de continuer. Si jamais ça va toujours pas, pas parce que je peux faire de plus, mais en tout cas, voilà, je vais croiser les doigts pour que ça puisse marcher. Donc voilà, je parlais de la cohérence cardiaque. Donc c'est vraiment un exercice de relaxation qui consiste en fait à essayer de travailler sur sa respiration pour susciter un moment d'apaisement, de relaxation et donc du coup appréhender une situation stressante de façon optimisée. D'accord? Donc voilà, un petit outil très simple et puis on va en voir aussi d'autres aujourd'hui pour que ça puisse incarner cette question de la sphère à soi qui est travaillable. Également, j'en ai parlé hier et j'en parle très souvent dans des prises de parole, donc c'est quelque chose que je pense vous retrouverez. Prendre le temps de se poser sur des temps pour soi. On l'a vu, on évolue dans des vies qui vont très vite. On a peu le temps de faire des choses. On a envie, par ailleurs, parfois d'en faire plein. Et donc, du coup, d'être éclaté dans plein de choses. Et ça, parfois, nous rattrape un petit peu sur à quel moment on arrive à quand même se retrouver pour soi.
D'accord? Quand on a notamment un certain nombre d'obligations, qu'elles soient liées à notre vie, familiale, à notre vie conjugale, à notre vie parentale, notre vie professionnelle, on a un peu l'impression parfois qu'on court après le temps et que finalement entre, le 9h-18h au travail, puis après le temps avec les enfants, puis après le temps avec son époux ou son épouse, puis le week-end avec sa famille, puis le week-end avec les enfants, puis voilà et ben, en fait, quand on se pose sur sa semaine, on se rend compte qu'un temps pour soi, si jamais on en a besoin, on n'arrive pas à l'avoir. Donc c'est très important, encore une fois, dans cette dynamique d'introspection sur de quoi j'ai besoin pour moi, pour pouvoir me sentir bien, dans des temps qui potentiellement me sont exclusivement dédiés, d'arriver à prendre le temps de se poser sur l'identification de ces temps. Ils peuvent être très variés. N'hésitez pas à les partager aussi. Ça peut être potentiellement sur avoir une activité musicale qui nous fait du bien, aller se balader dans un endroit qui est réconfortant, aller potentiellement acheter certaines choses parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est aussi satisfaisant, passer du temps avec ses amis. Encore une fois, les modalités de ce temps pour soi peuvent être très variées, mais je ne peux que vous inviter à essayer d'y réfléchir et d'y dédier un temps. Je vous donne un exemple que je donne souvent. J'accompagne une personne qui, en ce moment, traverse une période qui est très, très difficile, avec une charge mentale qui est assez forte, que ce soit au regard de ses obligations professionnelles et de ses obligations personnelles. Je suis désolé pour ceux qui étaient déjà là hier, parce que ça va être une redite, mais pour ceux qui n'étaient pas là, ce sera du coup une découverte. On essaie justement de se poser sur ces semaines pour très concrètement identifier quelles sont les marges de manœuvre qui sont à sa portée et sur lesquelles elle peut agir directement. On a identifié qu'il y avait un moment dans sa semaine où elle avait 1 heure pour elle qui était disponible et on a travaillé à ce que cette heure, elle puisse l'exploiter de telle sorte qu'elle déploie un bénéfice positif qui soit le plus immédiat possible et le plus impactant possible. Donc ce bénéfice, bien évidemment, c'est un bénéfice qui doit être sain. J'en parle comme ça parce que j'ai aussi accompagné une personne qui m'a dit: «Ouais, effectivement, moi quand ça va pas et bah, le soir, je vous cache pas que, je bois un petit coup, puis 2, puis 3, puis 4 et puis comme ça, bah, j'oublie un petit peu les problèmes». Bien évidemment, les consommations toxiques ne sont pas des refuges ou en tout cas, si vous avez l'impression que ça en sont, des faux refuges, donc je ne peux que vous inviter à être attentif à ça. Là, en l'occurrence, la personne, que j'avais en tête me disait: «Bah, voilà, je vais prendre du temps pour moi, donc je vais aller, soit me balader dans cet endroit que j'aime bien, qui est juste à côté de la maison en plus, donc du coup, je sais que quand je suis rentré du boulot, les enfants sont pas encore là, je peux vraiment avoir un temps pour moi ou alors je vais juste me prendre un bain, me mettre dans un moment de relaxation avec un bouquin». Bref, vous avez plein de choses que vous pouvez faire, n'hésitez pas à aller les chercher, n'hésitez pas à partager, voilà. Je vois, Jean-Jacques qui dit, planifier. Alors j'imagine que CTMT et LT, c'est sur court terme, moyen terme et long terme. Effectivement, la question de la planification, elle peut être très riche. Lila, vous évoquiez des choses par rapport aux enfants. Aujourd'hui, on va pas forcément, pouvoir se poser exactement sur ça, mais on va quand même essayer de réfléchir à des choses qui vont permettre, je l'espère, de vous aider. Mais sinon, vous avez plein de choses qui existent, notamment sur, des aides à la parentalité qui peuvent être déployées, aussi, par Apicil ou alors sur, d'autres dispositifs. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Bon, j'avance un petit peu par rapport au temps qu'on a aujourd'hui. Sur la question du travail également, n'hésitez pas à vous poser sur ce sur quoi vous pouvez intervenir. On va voir, très concrètement des outils qui peuvent exister juste après cette slide et également je me permets une pause sur, bah, justement la question des micro-pauses. Parfois dans, sa journée de travail, on peut être tenté de se dire: «Je vais pas prendre de pause, comme ça je vais pouvoir abattre une quantité de travail très, très forte». Attention à ça, vraiment. L'esprit, le cerveau, votre corps a besoin de se recharger. Il a besoin d'avoir des moments où l'attention que vous lui demandez, elle arrive à être levée pour qu'il puisse se détendre. Des pauses mentales, que ce soit via la mentalisation positive, c'est-à-dire réfléchir les yeux fermés à un espace qui nous font du bien, avec des sensations qui nous font du bien. C'est quelque chose qui est très, très riche. Allez prendre une pause où vous vous levez de votre siège, vous regardez au loin, avec une vue qui est dégagée ou alors vous regardez juste le ciel, vous prenez le temps de vous étirer, potentiellement d'aller faire quelques pas pour aller boire un café
finir ce café et aller marcher, même si c'est juste à l'étage ou si c'est descendre, marcher en bas sur le perron de votre bâtiment de travail, c'est déjà ça. Prenez l'air, vraiment, ça c'est très très important aussi. Allez vous ressourcer avec un contact à l'air frais, ça c'est aussi très riche, même s'il fait froid, vous mettez un bonnet, des gants, mais vous allez dehors, même si c'est 5 minutes. Moi je vois aussi des personnes qui, sur leur pause déj, aujourd'hui ont sacralisé un temps où après avoir mangé, elles vont se balader ensemble pendant 10 minutes. En plus, elles sont dans des espaces où potentiellement il y a un petit peu d'accès à des parcs ou des choses comme ça. Moi, je suis soit à Lyon, soit à Paris. Et quand j'ai des journées qui sont denses, même si le temps que je vais avoir pour ma pause déj, il est réduit, je vais de toute façon le maintenir. Et je sais que quand j'ai des journées qui sont très très chargées d'un point de vue sollicitation cognitive, j'ai besoin, après avoir mangé, d'aller me vider la tête en écoutant de la musique et en allant me balader. Alors, c'est pas forcément un environnement qui est le plus nature, mais ça me fait du bien, ne serait-ce que d'aller marcher. Faites ça, vraiment. Identifiez ce qui vous fait du bien et allez le chercher, c'est très très important. Un dernier point également. Lila, vous partagez voilà cette question peut-être de se réveiller un petit peu plus tôt pour prendre un café tranquille. Ça, c'est très intéressant ce que vous partagez. Et Sandra, voilà, ça fait partie potentiellement des rituels. Vous évoquez la notion de pouvoir se les imposer. Moi, j'aime bien en tout cas derrière l'idée de se les imposer, de réfléchir à qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'on peut aller chercher et qu'on va ritualiser, et qu'on va essayer de sacraliser. Sacraliser, c'est-à-dire se dire ça. Je veux que ce soit immuable. Je veux que même si c'est soit sur une durée courte, j'y touche pas. Je veux le respecter, je veux l'honorer. Lila, je reprends votre exemple, il est hyper intéressant. Ça me fait écho en fait à des personnes que j'ai accompagnées qui faisaient ça. Parfois, elles se réveillaient un tout petit peu plus tôt, alors sans forcément impacter le quota de sommeil dont elles avaient besoin, mais pour justement avoir un temps avant que la maison se réveille, je le dis comme ça, et avoir un moment où elles pouvaient juste prendre un café, 10 minutes, en regardant la fenêtre avec en plus parfois un lever de soleil en fonction de la saison, au chaud chez elles, assises sur un endroit qui leur faisait du bien. Donc ça, c'était hyper riche pour elles et ça peut paraître anodin, mais dans des semaines qui sont très chargées, dans des périodes où on ne peut pas forcément à un moment prendre 10 semaines, wow, le rêve, 10 jours de congé en oubliant sa charge parentale, mais où juste on doit aller chercher des micro-espaces, et ben ça fait partie des micro-espaces qui, les uns avec les autres, constituent des soupapes pour alléger la charge mentale. Je donne aussi un autre exemple. C'est pas un exemple parfait, mais ça a été vraiment un bel exemple qui vient illustrer comment est-ce que dans une situation qui est pas idéale, on peut essayer de trouver des micro-solutions. J'ai une amie en l'occurrence qui évolue avec 2 enfants, un mari. Tous les 2 ont des postes assez importants et sans rentrer dans des clichés, mais malheureusement c'est le cas. Son amoureux en l'occurrence est vraiment pas le premier pour s'occuper des tâches ménagères. Voilà. Pendant longtemps, elle a attendu de lui que, notamment le week-end, il prenne un peu les devants et qu'il pense lui-même à aller faire des courses ou s'occuper d'aller anticiper tel besoin par rapport au fait que une des petites avait piscine le lundi et que le dimanche soir fallait préparer le sac. Elle s'est rendue compte que malheureusement ça ne pouvait pas venir de lui, en tout cas comme ça aussi facilement, et plutôt que de continuer à faire à sa place, elle s'est posée avec lui, elle lui a partagé le fait qu'à un moment cette situation ça lui convenait pas, que non seulement elle ruminait, qu'elle était plus suffisamment heureuse, alors pas jusqu'à le quitter, mais qu'en tout cas il y a quelque chose qui lui convenait pas du tout dans l'organisation. Et lui a dit vraiment dans un aveu quelque part d'humilité, mais quelque part aussi un peu de faiblesse, en disant je suis désolé, mais là pour le moment j'arrive pas, quoi. J'arrive pas à y penser, à anticiper. Je peux essayer de faire des choses. Et du coup ils ont convenu de 2 choses. La première chose, c'est que lui allait se mettre des rappels sur son téléphone. Hein. Le téléphone, ça a un inconvénient, c'est qu'on est hyper connecté, mais ça a aussi un avantage, c'est que ça permet d'avoir quand même potentiellement des choses. Donc le dimanche soir, il se met un rappel. Et puis il a aussi proposé une autre chose, c'était que si elle était OK, si elle avait le temps, le vendredi, elle lui partageait une to-do et qu'une fois qu'il avait cette to-do, il s'occupait de la réaliser. Donc, encore une fois, c'est pas idéal, mais ce sont des micros-exemples qui permettent d'incarner le fait qu'on peut essayer de réfléchir à des choses pour aller chercher, encore une fois, des espaces d'allègement de la charge mentale. J'interviens sur la 3e sphère que j'ai pas encore déployée, qui est par exemple la question du soutien. Aller chercher le soutien. Parfois, quand on est dans des moments où la charge grossit, s'accumule et devient suffocante, Catherine, la to-do, c'est un anglicisme, c'est la liste des choses à faire.
Exactement. Donc, c'est en gros juste une liste qui vient récapituler les différentes tâches qui seraient à réaliser. En l'occurrence, là, c'était une liste qui lui disait, voilà, faut aller faire les courses et la liste de courses, tu peux la retrouver sur, en l'occurrence, il faisait des drives, sur le drive qu'on avait. Encore une fois, je suis pas là à prôner cette situation en disant, voilà, idéalement, il faudrait que ce monsieur, en l'occurrence, qui est par ailleurs quelqu'un que je connais, que j'apprécie très fort, voilà, arrive à anticiper ce besoin, mais ils ont juste essayé de trouver dans le réel, dans ce qui est possible de faire aujourd'hui, des choses qui permettent d'arriver à améliorer les choses. Voilà. Et on évoquait la question du soutien. L'exemple que je donnais est quelque part un peu incarnant, c'est-à-dire que elle, à un moment, elle a réfléchi à comment est-ce qu'elle pouvait aller solliciter son amoureux sur ça va pas. J'ai besoin de t'exprimer le fait que ça aille pas. Je suis pas en train de te reprocher qui tu es parce que je sais que tu es comme ça. Je t'ai choisi et je sais, voilà, il n'y a pas de surprise. Mais néanmoins, là, notre vie, elle a évolué et aujourd'hui, sur cette situation-là, il y a besoin qu'on se repose ensemble parce que moi, ça me va pas, je suis en train de m'épuiser et j'ai besoin d'avoir du soutien de ta part. Donc du coup, c'est intéressant de pouvoir aller aussi solliciter ça. N'hésitez pas à aller chercher des personnes dans votre environnement qui vont être ressources par rapport à ça. Que ce soit des personnes auprès desquelles vous allez pouvoir potentiellement livrer les difficultés que vous traversez qui vont être soutenantes, ou alors aussi des personnes, qui vont pouvoir aussi simplement vous permettre de souffler, de penser à autre chose, mais si vous avez besoin de ça, alors allez le chercher. Alors, j'ai diffusé la slide un petit peu rapidement, mais du coup, je reviens dessus. Cette fameuse méthode Pomodoro, d'où le clin d'œil que j'évoquais tout à l'heure sur cet étudiant italien. Donc, c'est une méthode qui permet d'optimiser la concentration qu'on va dédier à une tâche à réaliser. Pourquoi Pomodoro ? Parce que cet étudiant italien, à l'époque de ses révisions, se rendait compte qu'il n'arrivait pas à se concentrer sur ses révisions et il avait un minuteur en forme de tomate, d'où le Pomodoro, tomate étant Pomodoro en italien. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais me dédier un temps que je vais minuter. Et je sais que sur ce temps minuté, je ne vais faire que me concentrer sur mes révisions. Je ne fais pas autre chose. Et une fois que ce minuteur sera arrêté, ça me permettra de pouvoir me dédier à une pause et à faire une autre chose que celle sur laquelle je viens d'être concentré. Et en fait, la méthode Pomodoro, c'est exactement celle-ci. Et c'est extrêmement riche. Petite astuce du quotidien. Pour ceux qui sont sous Windows, vous avez un mode que vous pouvez activer directement depuis votre barre de tâches. Donc la barre de tâches, c'est la barre que vous avez tout en bas avec les différentes icônes de vos applications. Et tout à droite, vous avez la date et votre heure. Et si vous cliquez dessus, normalement, vous avez un petit bouton au niveau du calendrier qui permet d'activer un mode concentration. Ce mode concentration, c'est un Pomodoro, c'est-à-dire que pendant un temps donné, en l'occurrence de 20 ou 25 minutes, vous allez couper vos notifications, c'est-à-dire que vous n'aurez plus vos mails qui apparaîtront, vous n'aurez plus vos notifications de messagerie instantanée qui apparaîtront. Je vous invite à faire la même chose sur vos téléphones portables. Alors, sauf si vous avez des activités où vous devez absolument rester sollicitable, joignable, parce que par exemple vous gérez des vies. Mais sinon, je pense que vous pouvez vous autoriser pendant 25 minutes à ne pas forcément répondre tout de suite à un mail. Et vraiment, je vous le promets, je l'ai expérimenté, c'est incroyablement puissant. C'est-à-dire que moi-même, pour être tout à fait transparent, c'était des méthodes un petit peu baguette magique sur lesquelles j'étais pas forcément le plus fan. Et puis, dans mon activité, il s'avère qu'il y a des tâches qui sont pas forcément celles que je préfère, qui sont parfois un petit peu lourdes, parfois quand je dois rédiger sur des appels d'offres ou sur des dossiers de rendu de projet. Je sais qu'il y a des parties qui sont pas vraiment celles qui me motivent le plus. Et puis, moi, je suis comme beaucoup de personnes présentes ici. J'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, je réponds à des mails. En plus, j'aime bien être réactif. Je réponds à des Teams. Bref, et je me rendais compte que je démarrais ma journée en me disant bon, allez, aujourd'hui, je termine le bouclage de ce dossier. Puis j'arrivais à la fin de la matinée, j'avais avancé à hauteur de 10%. J'arrivais à la fin du milieu de l'après-midi, j'avais quasiment pas plus avancé. J'arrivais à la fin de la journée, j'étais fatigué, déçu de pas avoir avancé, en colère contre moi. Et à un moment, je me suis dit bon c'est quoi? Ça fait plusieurs fois que tu parles de cette méthode, fais-le. Et j'ai testé. Et je vous cache pas que ça m'a vraiment aidé à déjà m'autoriser un peu à me déconnecter. Et c'est pas forcément du luxe aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles on évolue et les métiers. Et vraiment, surtout, je me suis rendu compte que j'arrivais beaucoup plus à pouvoir me concentrer, à réaliser ce que je faisais. Donc moi, je me suis créé ma bulle. Je vous invite à réfléchir à la vôtre. En l'occurrence, je me mets de la musique classique parce que je me rends compte que les musiques avec des paroles, ça détourne mon attention parce que je me concentre sur le texte. Bref, je me mets de la musique classique. Je préviens mes collègues. Moi, je bosse beaucoup en open space que
je me mets en mode concentration et que sauf urgence, je les invite à pas forcément me solliciter tout de suite. Que quand j'ai mon casque, ça veut dire que a priori, je suis concentré sur ce que je fais. Je bloque mes notifications avec le mode concentration. Je ferme même, moi, mes applications sur mon ordinateur. Donc, je ferme mon Teams, je ferme mon Outlook. Je fais la même chose sur mon téléphone portable. Je mets même mon téléphone portable dans ma poche parce que voilà, je suis tenté parfois quand je vois à côté d'aller passer un peu dessus. Et je me dis, tu respectes le temps pendant 25 minutes, tu te concentres, tu ne fais que ça. Et j'arrive vraiment à avancer beaucoup plus vite. Et à la fin de ces 25 minutes, je prends par contre vraiment 5-10 minutes de pause parfois. Je retire mon casque, ce qui vient signifier à mes collègues que si jamais ils ont besoin de m'interroger sur un sujet, ils peuvent le faire. Et j'avance quand même vraiment comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment plutôt très bien. Et je ne peux que vous inviter à le faire dans votre quotidien. On a parlé également de l'invitation à prendre du recul sur la façon dont on peut se projeter sur une situation. Je vous partage ici ce qu'on appelle les colonnes de Beck. Vous pouvez tout à fait le retrouver sur les réseaux, sur Internet, sans difficulté. C'est une méthode qui invite en fait à avoir une réflexion critique par rapport à la façon dont on projette une situation d'un point de vue croyance, notamment côté émotion et pensée. La méthode de Beck, elle est très simple. Elle vous invite à travailler avec 5 colonnes. La première colonne, vous posez la situation qui déclenche l'émotion désagréable. Okay ? Et vous la décrivez par rapport à ce qui se passe dans cette situation en essayant de projeter le plus de détails possible. La méthode émotion, elle consiste à projeter les émotions ressenties. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais reprendre l'exemple que j'évoquais tout à l'heure sur l'animation en anglais auprès de DRH de pays différents. Cette situation, je vais la poser telle quelle en me disant, voilà, j'ai cette situation-là, elle suscite du stress, elle suscite un petit peu d'inquiétude, voire un petit peu de peur, si je suis tout à fait honnête. Et je vais la décrire. Je vais prendre le temps de décrire ce qui suscite la peur et le stress. Je vais poser dans la colonne émotions les émotions, donc le stress, la peur, et je vais essayer de noter leur intensité. La peur, je vais la qualifier à, on va dire, 70%, le stress à 40%. Les pensées automatiques, je vais aussi les poser. C'est-à-dire que je vais dire, pourquoi, qu'est-ce qui me vient tout de suite en tête ? Je vais pas y arriver, je vais bafouiller en anglais parce que je suis pas bilingue, je vais être potentiellement ridicule auprès de ces DRH internationaux en tant que consultant d'une trentaine d'années, alors que potentiellement, eux, voient des gens bien plus expérimentés. Voilà, c'est vraiment les pensées pures que je vous livre. Maintenant, je vais essayer de me dire, tiens, ce serait quoi une pensée un peu différenciante, mais qui resterait rationnelle par rapport à ce que je pourrais projeter dans cette situation-là. Par exemple, sur le fait que potentiellement, je vais pas être crédible, je vais me dire, écoute, Valentin, ça fait 15 ans que tu fais ce métier, tu as déjà distribué le type de contenu, en l'occurrence sur les violences internes, tu as déjà sensibilisé des DRH, tu as déjà prouvé quelque part ta crédibilité, donc tu peux peut-être te rassurer un peu là-dessus. Sur la question de l'anglais, je vais me dire, effectivement, c'est peut-être probablement le sujet sur lequel il y a le plus de raisons légitimes de ressentir potentiellement du stress et de la peur. Mais rappelle-toi que tu vas pas être seul à animer ce webinaire parce que tu as celle avec qui tu co-organises le sujet, qui elle est bien plus à l'aise en anglais que toi et qui va pouvoir potentiellement t'assister si jamais il y a besoin. Donc, rassure-toi là-dessus. Par ailleurs, tu as prévu de travailler aussi, toi, ton anglais. Donc, tu devrais pouvoir, a priori, optimiser cette situation. Et je vais ensuite poser le résultat que cette pensée rationnelle et alternative va générer en termes d'émotions, et notamment en termes de révision de l'intensité des émotions que j'avais. Donc les émotions que j'avais, c'était la peur et le stress. Je les avais cotées à 70 et 40%. Et je vais me dire, écoute, ok, là quand je me pose, en toute honnêteté, ma peur, je l'ai révisée. Elle n'est pas à 0, je vais être tout à fait honnête. Elle est plutôt à hauteur de 40%, on va dire comme ça. Et mon stress, par contre, lui, il a vraiment diminué. Il est à 10%. 10% parce que je sais que j'ai toujours un enjeu quand je prends la parole sur ce genre de moment qui est de me dire, il faut que je reste quand même percutant, crédible et que j'apporte ce pourquoi je suis attendu. Et la peur à 40% parce que je sais quand même que c'est un environnement sur lequel je suis pas forcément le plus à l'aise du fait de la langue, donc je vais me mettre en ordre de marche pour pouvoir essayer que ce soit le moins impactant possible. C'est ça, un exercice de colonne de Beck. Et je vous invite vraiment à essayer de le déployer par rapport à des situations que vous pourriez rencontrer. Alors, je continue pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour la suite.
sur la question de l'activation du soutien, parce que parfois c'est pas évident d'aller partager, potentiellement, ce qu'on peut traverser qui est un petit peu difficile, encore plus quand on sait qu'en face, ça peut, venir générer chez l'autre, des réactions qui sont pas celles avec lesquelles on est le plus à l'aise. Ça peut être parfois de l'opposition, de la non-compréhension, voilà. Vous connaissez peut-être la CNV, donc c'est la communication non violente. C'est un outil d'optimisation, relationnelle, notamment dans la gestion des, relations potentiellement, conflictuelles ou en tout cas qui viendraient susciter un risque de tension. La communication non violente a une traduction opérationnelle qui s'appelle le DESC, qui est donc un outil issu de cette fameuse communication non violente, qui est décrit, ici, à savoir description, émotion, solution, conséquence. Je vous donne un exemple très concret. Je vais reprendre celui de mon ami qui a dû aller voir son amoureux pour lui dire que la situation en termes de répartition de la charge domestique lui convenait pas. Elle s'est posée un petit peu sur cette situation et elle a eu vraiment une attitude de communication non violente en utilisant le DESC. Elle est concrètement allée voir son amoureux en lui disant: «Écoute, voilà, il faut que je te parle d'une situation. Je suis actuellement, dans, cette position-là, c'est-à-dire que, je vois que, sur la répartition de la charge, je suis en train de m'épuiser, par exemple sur la façon dont on anticipe, les activités pour, la plus grande, la façon dont les week-ends doivent être gérés, sur les tâches que ça nécessite, par exemple sur, les courses, par exemple sur le sac à préparer pour la plus grande, par exemple sur la charge administrative». Voilà. J'ai besoin qu'on puisse, essayer de réfléchir à ça ensemble. Pourquoi? Parce que d'un point de vue émotionnel, donc le E, du coup, moi, ça génère finalement, de la fatigue, de l'anxiété. J'ai peur de pas réussir à me sortir de cette situation et que ça vienne nous impacter, de façon trop importante, aussi notre histoire amoureuse. Je sens bien, toi aussi, que c'est quelque chose qui te convient pas. J'ai eu l'impression la dernière fois quand on en parlait que ça suscitait un petit peu d'incompréhension, voire même un petit peu d'agacement. Et je te cache pas que, j'imagine qu'il faut qu'on puisse trouver une solution, donc le S. J'ai réfléchi à quelque chose, tu me dis ce que tu en penses. Je me dis que peut-être, tu pourrais te mettre des rappels puisque finalement tu m'avais dit la dernière fois que c'est pas que tu ne voulais pas y penser, mais c'est que vraiment tu n'arrivais pas à y penser et que tu ne voyais pas comment est-ce que tu pouvais essayer d'y penser. Et donc du coup, bah, peut-être que des rappels sur ton téléphone, ça te permettrait, la veille à 19h d'avoir une alerte sur, les choses. Et puis moi, j'ai aussi réfléchi à quelque chose. Bon, c'est pas forcément idéal, mais je pense que ça pourrait être intéressant, c'est que le week-end, je nous fasse une to-do, donc vraiment une liste des choses à faire, qu'on se répartit et que je nous envoie sur notre téléphone à tous les deux pour que par ailleurs tu puisses la voir aussi sans forcément que moi je sois amené à devoir te la rappeler. Les intérêts de ça, donc on est sur le C, les conséquences, c'est que moi, ça me permettrait de pas ruminer potentiellement le week-end parce que je vois que les choses sont pas faites. Toi, ça te permettrait d'avoir vraiment des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, auxquelles tu as accès sans forcément avoir besoin de passer par moi pour te rappeler de ces choses-là. Et puis, ça nous amènerait du coup à avoir une meilleure répartition des choses et à sortir de ces ressentis potentiellement un petit peu impactants, que ce soit au niveau de l'anxiété, au niveau de l'agacement. Ça, c'est un desk pur et dur. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, comme ça, dans l'absolu, mais la dynamique de réflexion par rapport à ça, elle est vraiment très enrichissante. Donc, vraiment, quand vous avez ces différents outils, vous avez de quoi essayer d'agir sur vos différentes sphères. La sphère pour vous, la sphère pour le travail, la sphère pour penser ses réflexions et la façon dont on gère les situations, et la sphère pour acter du soutien. J'espère que tout ce que je vous partage là est plutôt clair. Je vois qu'on a, pas mal de retours qui ont été faits. J'imagine que ça a permis aussi de pouvoir, enrichir, un certain nombre de choses. Merci beaucoup Patricia pour le feedback. Il y a eu une petite question qui a, été, partagée, par Marie-Paul, donc qui dit: «Les entreprises qui mettent en place les semaines de 4 jours voient, rapidement des bénéfices auprès de leurs salariés qui sont, plus concentrés et sereins sur les 4 jours au travail». Alors c'est pas une question, pardon Marie-Paul, c'est un partage. Très intéressant ce retour-là. Effectivement, aujourd'hui, dans les nouveaux modes pardon, d'organisation du travail, on voit qu'il y a des modèles qui essaient d'être réfléchis. Alors, la semaine de 4 jours, c'est pas possible pour toutes les activités. Néanmoins, les organisations se penchent de plus en plus sur la faisabilité potentielle de cette question-là. Ça rejoint en fait des réflexions qui ont été à l'œuvre sur le télétravail il y a quelques années de ça, parce que avant, encore une fois, le Covid, il y a pas mal d'organisations qui soit avaient embarqué le mouvement, soit étaient en train de le faire, soit étaient même parfois très réfractaires. Et puis elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient expérimenter le fait qu'un télétravail bien accompagné, bien piloté, était quelque chose qui pouvait être très intéressant en termes d'engagement des équipes, de performance aussi, de fidélité, et donc finalement de performance individuelle et collective.
Néanmoins, c'est comme tout. Ça doit être régulé, ça doit être accompagné. Le télétravail, vous le savez, ça a aussi un pendant, c'est que, sur la vie sur la façon dont un collectif, pardon, vit et fonctionne, ça nécessite d'avoir bien plus de vigilance parce que quand vous avez des salariés qui sont parfois à ne jamais se croiser ou alors qui évoluent en full distanciel et du coup, sur comment est-ce que j'anime un collectif, c'est quelque chose qui est aussi, intéressant. Vous avez par exemple l'exemple de, Boursorama qui, après le Covid, a décidé pardon, de basculer tous ses salariés en télétravail, pour celles et ceux bien évidemment qui le souhaitaient, et de totalement repenser les espaces qui étaient dédiés au temps collectif en présentiel. Elle a proposé du coup un mode d'organisation où toutes les 2 semaines, les salariés se retrouvaient sur site, ça c'était obligatoire. Mais lorsqu'elles se retrouvaient sur site, c'était uniquement pour des temps dédiés à de l'intelligence collective et de la construction en matière de team building. Donc elle a aussi pensé ces espaces pour pouvoir justement favoriser ces moments-là. Donc c'est-à-dire qu'elle s'est dit, les salariés vont travailler chez eux parce que c'est ce qu'ils souhaitent et moi ça me va. Par contre, quand ils sont ensemble et il faut qu'ils aient des temps ensemble, les espaces dans lesquels ils vont évoluer doivent permettre de favoriser ces temps collectifs. Donc très intéressant de réfléchir à toutes ces questions-là. Je vois qu'il y a eu pas mal de partages, d'échanges qui ont été faits sur, différents retours. Si jamais vous avez des questions, qui n'auraient pas forcément été, abordées, qui n'auraient pas forcément trouvé des réponses par rapport à ce qu'on se dit là, n'hésitez pas à les partager. On a encore une petite minute ensemble. Vous aurez bien évidemment le support de ce webinaire qui sera disponible. Je suis encore une fois désolé des différentes difficultés techniques qui ont pu être rencontrées sur les soucis de connexion. J'espère que ça n'a pas trop impacté. Je vois qu'on est quand même resté plutôt pas mal connectés. Vous avez été quasiment 130 aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions particulières, mais plutôt des échanges et des réactions sur ces questions du télétravail, sur ces questions effectivement des modes d'organisation. Alors Audrey qui partage sur le fil une question: comment faire lorsqu'on souffre de dépression et que l'on est en arrêt, qu'on doit supporter toute la charge mentale en sachant que votre conjoint travaille. Effectivement Audrey, c'est un sujet qui est très important. Moi je vous invite à pouvoir aussi essayer d'en parler avec les professionnels de santé. J'espère que vous en avez qui vous accompagnent, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau psychologique aussi, puisque lorsqu'on est en train de traverser un épisode dépressif, on en a parlé hier, c'est central d'être accompagné par des professionnels sur ces questions-là, de pouvoir aussi essayer de travailler avec eux. On a essayé par exemple avec les colonnes de Beck de réfléchir à quelles sont les situations que je rencontre qui aujourd'hui sont difficiles, comment je pourrais essayer de les travailler différemment. Peut-être que ça peut vous aider aussi à appréhender certaines situations différemment. Le desk aussi sur la communication non violente, peut-être quelque chose qui peut-être vous aide aussi à aborder le sujet avec votre conjoint pour essayer de réfléchir à comment est-ce que, même si ce sont des petites choses aujourd'hui, cette charge mentale, elle se redistribue un petit peu, même si lui travaille, même si vous êtes a priori à la maison et donc dans l'idée qu'il pourrait potentiellement avoir d'une plus grande disponibilité. Ça ne veut pas du tout dire que le fait que vous soyez à la maison, encore plus avec un moment en termes de santé mentale qui est difficile, que du coup vous soyez obligé de supporter cette charge-là en totalité ou même en tout cas de façon inadéquate. Donc voilà, essayez peut-être d'en parler avec lui en utilisant le desk et puis essayez de travailler avec vos acteurs de soutien sur ces questions-là. Je vous remercie encore une fois pour votre très riche participation. De nombreux rendez-vous, vous continuez de jalonner ces semaines d'informations sur la santé mentale. Demain, vous avez un nouveau webinaire qui est animé à la fois par le groupe Apicil et le groupe JLO sur la question du burn-out. Donc n'hésitez pas à vous connecter à nouveau. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos interrogations sur ce webinaire qu'on a eu ensemble autour de la charge mentale. Je vous remercie à nouveau pour votre participation et je vous propose du coup qu'on puisse se laisser avec ces riches échanges. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne semaine et surtout prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles prises de parole sur ces sujets.